Qu'est-ce que ça veut dire? Après Balance ton porc, lancé en France dans la foulée de l'affaire Weinstein, voici maintenant MeToo. C'est un nouveau mot-clé pour dénoncer les violences faites aux femmes, créé par l'actrice américaine Alyssa Milano, qui s'est fait connaître dans des séries comme Madame est servie ou Charmed. Elle incite en fait toutes les femmes victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle à témoigner sur Twitter en utilisant le mot-clé MeToo. C'est une initiative qui a rencontré un formidable écho dans le contexte de l'affaire Weinstein. En un rien de temps, MeToo s'est hissé ce week-end en haut des trending topics, le classement des sujets les plus discutés sur le réseau social avec plus de 27 000 réponses. Pour redéfinir le mot dénonciation, nous accueillons sur ce plateau Frédéric Bérard. Bonjour Frédéric. Bonjour Marie-Louise. Docteur en droit et politologue. Alors, ça vient d'où le mot dénonciation? Selon le petit Larousse, du latin dénonciation, c'est-à-dire action de dénoncer quelqu'un, quelque chose à la justice, à une autorité, délation, document, information qui dénonce comme tel. Oui. Je vous dirais qu'il y a 3 déclinaisons sur lesquelles j'ai réfléchi un peu. La première, qui est un peu plate et technique, elle est très juridique. On parle de dénonciation comme annulation. Par exemple, en droit international, lorsqu'on annule un traité, on parle d'une dénonciation comme telle. Ah bon? Donc ça n'a pas la même signification en droit international? Pas du tout, rien à voir. Deuxième déclinaison qui est beaucoup plus intéressante pour nous, je pense, surtout aujourd'hui, c'est dénonciation comme alerte. Alerte dans le sens de, on alerte la population de faits préjudiciables, de comportements préjudiciables. Oui. Dans ce cas-ci, je pense que le hashtag MeToo va exactement dans ce sens-là, dans l'optique où on dénonce des abus qui sont faits essentiellement aux femmes, pas uniquement aux femmes, mais essentiellement aux femmes. C'est une forme de dénonciation qui est générique en un sens. On ne balance pas de nom comme tel. Cela dit, le deuxième volet est très proche d'un autre terme qu'on connaît bien aussi, qui s'appelle délation, qui, lui, est beaucoup plus péjoratif. Bon, c'est quoi la différence entre dénonciation et délation, Frédéric Bérard? Je vous dirais que la dénonciation, c'est fait de manière un petit peu plus impersonnelle, de manière plus générique. Par exemple, on le voit là sur Facebook depuis 72 heures. Il m'est arrivé tel truc dans le métro, tel truc dans l'autobus, tel truc avec tel patron, et ainsi de suite. Mais le MeToo reste assez discret, d'après ce que j'ai pu en voir. Daphné B, je pense pas que les filles qui utilisent le mot-clic MeToo nomment des noms. Balance ton porc. Par contre, je crois que là, il est question de nommer des gens. Et la nuance, c'est justement là, la dénonciation. À mon sens, MeToo en est de la dénonciation. Balance ton porc, là, on parle beaucoup plus de délation. Et là, on peut s'interroger sur les répercussions de tels gestes. Parce que, bon, évidemment, on fait appel au tribunal d'opinion populaire. Est-ce que la personne... parce que c'est fait sans preuve. Oui, en un sens. Et là, on est vraiment en parallèle du système de justice. La délation, ça existe depuis longtemps, Deuxième Guerre mondiale. On le sait avec les Juifs, notamment en France. On pense aussi à la Révolution française, où il était convenu d'assurer la délation de certains contre-révolutionnaires, le mécartisme, et ainsi de suite. Donc, le problème avec la délation, c'est justement ça. C'est qu'on crée un système parallèle en un sens. Et ça m'amène, si vous voulez bien, à la troisième déclinaison qui, je pense, est pertinente parce que ceci explique cela. À mon avis, je peux me tromper. On parle de dénonciation dans le sens de procédure judiciaire. Dans un état de droit, vous êtes victime d'un crime, vous le dénoncez aux autorités. En premier lieu, plainte, ça aux s'appelle policiers. porter Voilà, plainte, exactement. Oui. Et ça peut être, je sais pas moi, un voie de fait, ça peut être un méfait sur votre domicile, un vol d'auto. En matière d'agression sexuelle, tout change. Et là, évidemment, c'est très personnel ce que je vais dire là. C'est ma propre analyse. J'engage personne. Mais vous êtes avocat après tout. C'est pour ça qu'on a eu recours à vous. Merci. Oui. Je crois que l'agression sexuelle ne peut pas être traitée de la même manière que les autres crimes par notre régime de procédure pénale et criminelle. Bon, vous dites d'ailleurs que le code criminel est très mal fait en fonction de l'agression sexuelle. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est ce que je plaide. En fait, tout crime doit être prouvé hors de tout doute raisonnable. C'est correct, c'est souhaitable. La présomption d'innocence est importante en droit. En tout cas, du moins, je la défends. Mais ici, on n'est justement pas en présence d'un cas comme celui d'un vol de voiture. On est en présence d'un cas où, par définition, le consentement est la clé. L'autre problème, les témoins. Est-ce qu'il y a des témoins? Parfois, oui, mais c'est quand même relativement rare. Témoin d'un viol, ça se passe assez rarement, effectivement. Donc, la preuve réside essentiellement en une chose, le consentement. Et la parole de la femme accusatrice. Voilà. Est-ce qu'elle dit vrai? Est-ce que monsieur dit vrai? Est-ce que madame consentait? Et là, vous comprenez que je mets ça dans une optique gars-femme où l'homme est l'oppresseur. On sait qu'il peut y avoir des exceptions, mais généralement, c'est ce qu'on sait. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que le régime qu'on a mis en place n'est pas adapté pour les agressions sexuelles, ce qui fait en sorte que plusieurs femmes, malheureusement, à juste titre, je peux les comprendre, décident de faire appel au tribunal
populaire en disant « Moi, je ne fais pas confiance à ce système. Non, je n'irai pas dénoncer mon agression parce que ça donne absolument rien. » J'ai des petits chiffres ici pour vous, puis on pourra en parler peut-être plus tard, mais il y a 3 agressions sur 1000, selon Statistique Canada. 3 agressions sur 1000 qui se transposent en condamnation. On n'est même pas dans le cadre du 3 %. On est dans le 0,3 %. C'est terrible, ça. Pire que ça, peut-être. En fait, pire que ça. Est-ce que ça peut vraiment être pire que ça? Oui. 5 % des agressions sont dénoncées aux policiers. 5 % seulement? 5 % des agressions sont dénoncées aux policiers. 40 % des agressions dénoncées aux policiers sont abandonnées en cours de route, notamment parce que les policiers déterminent, ou le DPCP détermine que les agressions ne sont pas suffisamment solides. Il y a une dénonciation du travail des policiers qui a été faite notamment. Et bien sûr, ça fait partie de la problématique aussi. Il y a le fait qu'une femme a honte et qu'elle n'ose pas dénoncer non plus ce qui s'est passé. Elle sait aussi, par exemple, probant qu'elle va subir elle-même un procès, parce que c'est ça qui se passe aussi. Et parlons du traitement des témoins dans les cas d'affaires sexuelles. On l'a vu avec le procès Ghomeshi. Bien sûr, c'est prouvé qu'on traite avec plus d'agressivité les femmes témoins d'agressions sexuelles dans les procès que d'autres types de témoins. Contrairement à d'autres, j'en ai pas nécessairement contre l'avocate de Ghomeshi qui a fait son travail. J'en ai par contre le régime qui permet ou qui encourage ce type de traitement-là. Est-ce qu'il y a des solutions? C'est très difficile et vous comprenez que c'est un sujet qui est très délicat. Mais je pense qu'il peut y en avoir. Premièrement, en Islande, la victime peut bénéficier d'un avocat payé par l'État de A jusqu'à Z. Ce qui permet, évidemment, d'être accompagné, d'être rassuré. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce qui est mieux de dire? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Et ainsi de suite. Une autre chose, et là je rentre peut-être dans le vif de mon sujet, qui est celui du droit constitutionnel. Qu'est-ce qu'on fait avec cette même présomption d'innocence? Certains suggèrent de renverser le fardeau. Donc, que ce soit à l'accusé de démontrer que non, il n'a pas commis d'agression sexuelle. À titre personnel, je suis pas à l'aise avec ça parce que je considère que la présomption d'innocence doit demeurer au cœur de nos libertés publiques, essentiellement. Cela dit, est-ce qu'il est possible d'abaisser un peu le fardeau comme tel, dans l'optique où on sait que quand vous commettez un crime, vous devez être condamné hors de tout doute raisonnable. La couronne doit démontrer hors de tout doute raisonnable que c'est bien vous. Est-ce que ce fardeau-là n'est pas trop élevé quand on parle de consentement, quand on parle d'un truc qui est relativement, comme vous disiez tout à l'heure, la parole d'un contre la parole de l'autre? C'est très ambigu, évidemment. Je pense que peut-être que la solution d'avenir est à ce niveau-là. Est-ce que ça passerait le test des chartes? Ça, faudrait en discuter. Mais j'ai comme l'impression que compte tenu de l'ampleur du mouvement, on le voit aujourd'hui, depuis hier, en fait, sur Facebook, je veux dire, le feu est pris et j'espère que ça va réveiller des gens. Et autant que je trouve ça dommage, autant que je trouve ça utile que ceci se fasse. Mais maintenant, le régime doit réagir et c'est peut-être la solution qui doit être adoptée. Frédéric Bérard, on va placer les références des ouvrages qui ont pu vous aider dans cette redéfinition du mot dénonciation sur notre site web. Merci beaucoup à vous.